Bonjour à tous, je suis Thomas Spitz et je suis ravi de vous accueillir à table, le podcast où l'on savoure le parcours d'invités inspirants autour d'un bon repas. Sans plus tarder, passons à table. Hello Ed. Hello Thomas. Merci d'être à table, on est trop Avec grand content plaisir de t'avoir. On sait qu'en plus tu es un oiseau rare, donc on est d'autant plus content de t'avoir à table aujourd'hui. On m'avait jamais fait une introduction comme ça, mais merci beaucoup pour le compliment en tout cas. Non, aujourd'hui on va déjeuner à Domaine Reine Margot. Je sais que tu connais parce qu'ils ont ouvert il n'y a pas longtemps et on a la chance du coup de pouvoir déjeuner ici. Donc voilà. Est-ce que tu es prêt à passer à table? Eh ben écoute, je suis complètement prêt à passer à table et puis ma connaissance quand même de Reine Margot, non, elle était que vidéo et donc je découvre avec plaisir en tout cas le lieu et c'est assez incroyable. Ouais, franchement on est bien ici donc ça va être un joli moment. Est-ce que peut-être de façon très classique tu peux commencer par te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc pour ma part, donc je suis Eudes. J'ai fêté mes 46 ans. Je suis issu du centre de la France, la fameuse diagonale du vide, petit village, 600 habitants, 900 cochons. The place to be, en plein milieu de la forêt de Tronchet. Donc assez éloigné de tout. Et puis finalement, je suis remonté sur Paris pour faire mes études. Et puis j'ai enchaîné sur Paris mes différentes expériences professionnelles. Ok. Et t'as fait, avant de faire ce pourquoi on est là aujourd'hui, Exalt, c'est quoi un peu ton parcours avant en quelques mots? Alors je suis sorti de mon école d'ingé, je suis sorti en 2002. 2002, t'étais encore trop jeune pour connaître ça, mais globalement, c'est la crise de la bulle Internet. Ah oui. Ça n'a pas été l'éclat total sur 2002. On était en une euphorie au niveau tout ce qui était informatique jusqu'en 2001. Et puis globalement, été 2002, ça a été un peu la douche froide. Donc crise de la bulle Internet. Mais presque, il faut que tu nous racontes un peu à ce moment-là. Parce que nous, on en parle un peu comme une histoire. Là, je suis un peu le jeune con, tu sais, mais c'est vrai que. Mais ça existait. Oui, on en parlera dans les bouquins plus tard et ainsi de suite. Non, mais tu sais, là, on parle beaucoup d'IA et on commence à parler un peu d'une potentielle bulle de l'IA, tu vois, parce que c'est tellement présent, c'est omniprésent. Donc, la bulle de l'Internet, concrètement, c'est quoi? C'est toutes les boîtes qui se cassent la gueule, ça recrute plus. Oui, alors moi, je l'ai vécu en tant que version stagiaire qui cherche du boulot, quoi. Ouais. Donc, mais globalement, la finalité, c'est plutôt finalement les spéculations qui avaient été faites autour de finalement ces nouvelles sociétés d'internet qui se cassent la figure. Ouais. Et donc l'activité finalement est en retrait et là où il y avait un plein emploi sur tous les jeunes ingénieurs qui sortaient d'école d'ingé ou d'informatique, se retrouvent à plus forcément trouver de boulot. Moi, j'ai vécu une période. J'avais fait mon stage chez AXA à l'époque. Okay. J'avais une proposition pour être embauché, notamment chez AXA. J'ai refusé puisque je travaillais aussi en parallèle avec des managers, des partenaires d'une grosse société de conseil qui m'avaient dit mais oui, viens chez nous plutôt. Et donc j'étais super confiant de pouvoir commencer chez eux. Et puis finalement, globalement, plus de poste, plus de boulot, et tu te retrouves, t'as passé tes vacances d'été en mode c'est bon, je vais commencer dans une grosse boîte de conseil et pas avoir grand chose, et puis envoyer des CV, dormir sur le canapé de ton pote à Créteil-Soleil, à côté de Créteil-Soleil, aller tous les matins au centre commercial et éplucher les petites annonces et envoyer ton CV et puis pas avoir beaucoup de réponses. Donc non, c'était cette période-là. T'as quoi comme souvenir de cette période? Parce que moi j'ai eu un début de carrière un peu similaire. C'est quand même pas. Toi aussi 2002 alors? 2002, un peu avant moi, 95. Non, mais bien plus tard, j'ai eu un peu ce début un peu chaotique aussi, où pas facile de trouver. Et c'est quand même pas facile de commencer le travail de cette façon-là, quoi. Quand t'es dans l'incertitude. Ouais, mais après ça, enfin, en tout cas, je pense que globalement, ça forge aussi un peu des convictions, du caractère. Ouais. Ça permet aussi de se dire. Enfin, j'ai quand même beaucoup de chance, notamment dans ma vie, plutôt privilégiée, puisque même si c'était petit village au centre de la France, mon père était médecin et donc j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné même pendant les études, pour me payer mes études et ainsi de suite. Et donc ça permet finalement, c'est un peu les premières difficultés qu'on est amené à rencontrer, les premiers trucs où on se dit finalement tout n'est pas si facile, tout n'est pas dû, il faut peut-être s'accrocher un peu plus pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc finalement ces premiers éléments, ça donne en tout cas une motivation et une niaque pour faire en sorte, puis une forme de résilience à rien lâcher. Et puis au fur et à mesure, on envoie les CV, on essaie de répondre, mais c'était vraiment une période. Enfin, aujourd'hui, forcément, les gens qui nous entendent ne connaissent pas ça, mais quand on sort d'une école d'ingé aujourd'hui, avant même d'être sorti, t'as même pas besoin d'envoyer un CV, t'as déjà limite, en tout cas. Surtout en France, où l'éducation elle est quand même assez haut niveau, c'est vrai que t'es chassé directement, quoi. Ouais, là, en tout cas, ce que j'ai vécu avec mes amis qui sont mes potes de promo, enfin, on avait
un entretien par mois dans une boîte et encore avec de la chance, quoi. Donc c'est peut-être un peu ce qui s'est passé avec le Covid pour les jeunes étudiants, où en fait les entreprises elles arrêtaient d'embaucher et où c'était une sorte de vide. Oui, alors, et en plus je pense que ça a été en tout cas bien difficile parce qu'en plus il y avait pas le boulot, il y avait pas la vie sociale. Enfin, ça a été une période qui à mon avis a été particulièrement difficile. Et puis, faut imaginer le Covid quand on est en province, avec une vraie, mais c'est terrible, mais ils ont moins de l'espace. Mais quand t'es étudiant, que tu vis dans une petite chambre de bonne dans Paris et que t'as plus de vie sociale, enfin, ainsi de suite, ça a dû être un moment quand même pas très simple. Mais bon. Alors c'est pas du tout pour ça que je t'ai fait venir. Ben, moi non plus. D'ailleurs, ça sera coupé au montage. Donc cette partie-là. Non, donc du coup tu commences en 2002 et tu te rends très vite vers le conseil ou t'as. Complètement parti dans une petite société où j'ai pas fait finalement si longtemps pour commencer sur une activité en tant que consultant et je faisais du test chez LCH Clearnet, c'était la chambre de compensation d'Euronext entre autres, et puis je faisais du test, donc test manuel, j'écrivais des plans de test, des scénarios de test, je déroulais, j'exécutais des tests sur de l'environnement mainframe. On avait le droit de temps en temps un petit peu d'avoir une IHM qui ressemblait à peu près à quelque chose, mais globalement les touches que j'utilisais le plus c'était F1, F2, F3, F4. Voilà. Après t'as aussi toute une partie un peu plus quand même à mon sens qui avait une valeur ajoutée sur justement quels sont les scénarios que tu vas imaginer, quels sont aussi c'est un peu une forme d'expérience utilisateur parce que tu es obligé de te mettre à la place de l'utilisateur, d'imaginer un peu ce qu'ils vont être amenés à faire ou pas, ce qu'ils vont penser, comment ils vont le mettre en œuvre et ce que ça peut te renvoyer. Puis après j'ai rejoint une entreprise qui s'appelait Altran où j'ai continué comme consultant chez eux et puis après sur une activité, ce qu'ils appellent ingénieur d'affaires. Et puis donc là, j'ai fait mon parcours chez Altran. Je suis resté en tout 9 ans, en gros. Et donc, je suis passé de consultant, ingénieur d'affaires, business manager. Après, les terminologies, je ne sais plus exactement. C'est business manager senior, responsabilité, directeur business unit, directeur opérationnel, et puis DGA. Et que j'ai quitté pour finalement DGA, c'est directeur général adjoint sur les activités banque, finance, assurance d'Altran. CIS, donc c'était sur les activités parisiennes. Tu avais combien de personnes à ce moment-là? Donc, grosse maille. Ouais, grosse maille, je crois que ça devait faire l'activité banque, finance, assurance, ça devait faire 500, 600 personnes à peu près. C'est énorme. Ouais, mais puis finalement ça a été 9 ans de ma vie avec finalement une entreprise qui permettait quand même de pouvoir avoir des évolutions assez rapides, donc je les ai pas vu passer. Et puis finalement premier attrait pour se dire commencer un petit peu d'entrepreneuriat. Et ça s'est fait sur une rencontre avec finalement deux fondateurs d'une autre société de conseil qui s'appelle Devoteam, donc Stanislas et Godefroy Benzman, et sur lequel Devoteam. voilà, et sur lequel finalement suite à un dîner on a décidé ça s'est fait sur un dîner. Vraiment la prise de la décision elle s'est fait sur un dîner, première rencontre premier dîner. Il faut que tu nous expliques c'est quoi le match, si tu essayes de découper un peu les points de données de décision. Non, mais je suis convaincu. Après les données de décision, c'est simple. Alors déjà, premièrement, je suis quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup, donc je fonctionne beaucoup au feeling et à l'instinct. Et puis, je crois beaucoup à la notion de capacité. À un moment donné, on a tous à un moment donné des opportunités. Et est-ce qu'on les saisit, on les saisit pas. Bien sûr, les enjeux, les risques, ça se mesure, mais cette notion de se dire, et j'ai toujours été plutôt être partie prenante, je suis plutôt le gars qui dit parmi mes potes a dit on dit oui globalement, et donc c'est un peu comme ça que c'est fait. Il me disait que ça allait être une nouvelle aventure et puis forcément aussi prendre part à une aventure entrepreneuriale puisque je prenais des parts dans finalement une structure qui allait être créée. Donc c'était finalement créer une structure sur laquelle on allait quand même être accompagné sur différents éléments et puis j'allais être actionnaire finalement le majoritaire des minoritaires au sein de cette activité. Et vous faites combien de temps? Et là, je fais 6 ans cette aventure. Assez incroyable et avec de très très belles rencontres. Et puis, en tout cas, j'en garde un très très bon souvenir. Et puis, des patrons avec qui nous ont fait confiance. Et passer je sais pas si tu peux nous parler en employé, en chiffre d'affaires, mais c'est quoi un peu l'évolution en 6 ans? Alors. Ouais, ça va être il y a des choses que... Non, mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a pas mal finalement de réorganisation en interne parce qu'il y avait une autre structure qui avait été rachetée en même temps par Devoteam sur laquelle on a mergé des activités sur lesquelles on a séparé. Mais globalement, Estim Management s'est passé de 0 à 300 collaborateurs à peu près en 5 ans.
Donc si je fais un calcul un peu grossier, tu fais 600 première 0,6 entre guillemets, tu termines à 600 sur la première expérience chez Altran. Non, parce que alors là, non, parce que alors, j'ai pas tout créé chez Altran, et c'est plutôt de l'évolution au sein d'un gros groupe, et puis ça représente pas grand chose finalement, enfin dans le sens où oui, il y avait des responsabilités, et puis mais c'est par rapport à il y a une grosse différence entre être patron de son entreprise et être même gérer un PNL au sein d'un groupe où on a principalement la responsabilité autour des activités commerciales, autour un peu de management, mais pas forcément la responsabilité autour de l'ensemble des fonctions support qui font tourner la boutique, ou même toute la partie back-office, et puis simplement même cette visibilité autour du cash et de la notion de cash management. Globalement, c'est quelque chose qui est un peu loin, en tout cas, finalement, quand on est au sein d'un grand groupe. C'est pas des choses sur lesquelles on est particulièrement investi. Ce qui est un petit peu différent quand tu crées ta boîte, où finalement... tu vois tous les jours et il faut mieux le regarder, quoi. Ouais, et puis t'as un peu plus de stress, en tout cas, sur les fins de mois, et de dire, est-ce que je vais pouvoir arriver à mon fin de mois. Donc cette deuxième expérience mais en tout cas, elle est hyper fondamentale. Bien sûr, et puis elle est complètement formatrice sur en tout cas ce qui marche, même formatrice autour de qui je suis, comment je fonctionne, ce que j'ai envie. À quel égard, par exemple Tout sur le mode de fonctionnement, le mode de management que tu peux avoir, finalement à quoi quelle doit être finalement à quoi doit ressembler un peu la société que tu as envie de créer. Et tout ça, tu le forges. Enfin, finalement, c'est quelque chose que tu forges au fur et à mesure de ton expérience. Et je suis convaincu qu'un entrepreneur qui crée une société à 20 ans et qui a créé une nouvelle société à 40 ans, il va peut-être la créer différemment. Il va insuffler quelque chose de différent. Il va avoir un mode de fonctionnement différent. Et c'est tout ce qu'il a pu vivre avant qui fait que ça va influer sur son mode de fonctionnement. Tiens, et ça me donne envie de te poser une question que moi, je me suis posée. À quel âge, si tu devais revenir en arrière, à quel âge t'entreprendrais? C'était la question piège. Il y en a d'autres des comme ça ou pas? Si tu veux, je te donne un peu moins la réaction que je me suis faite, c'est que l'entrepreneuriat... Ah, oui. Alors messieurs, pour accompagner votre plat aujourd'hui qui sera une bouchée riz de veau, je vous propose un morgon. Là, on est sur du 100% gamay, assez léger, assez rond à la fois. Je vais vous faire goûter. Parfait. Très bien. Je te propose de goûter. Magnifique. Et dire que j'essaie d'être sérieux pendant ce podcast. Non, alors là... Merci beaucoup. Ça se voit très facilement. On a voulu recréer l'expérience des déjeuners d'affaires. Merci beaucoup. On sait bien que souvent il y a un petit verre qui passe. C'est uniquement pour reproduire cette expérience-là qu'on fait ça, un souci de... Je comprends. De reproduction du déjeuner d'affaires, pardon. Exactement. Donc tu me disais, à toi, à quel âge tu aurais entrepris alors? En fait, je me suis dit que même si c'était très bien ma première expérience, où pareil, j'étais plus ou moins en boîte de conseil, où j'ai des responsabilités de management, c'est tellement différent d'entreprendre. Et le jeu est tellement pas le même. Et tu recommences tout à zéro, en fait, parce que tu dois tout réapprendre. Qu'avec du recul, je me suis dit, mais en fait, je conseillerais aux gens d'entreprendre dès le début, parce que c'est tellement un autre jeu. Et j'ai vu aussi à travers le podcast des entrepreneurs qui ont entrepris directement après les études et qui ont fait des moves exceptionnels en me disant, mais moi, j'ai jamais travaillé en entreprise. Et du coup, en fait, finalement, je réapprends tout à chaque fois. Et donc, je me dis, entreprendre très tôt, c'est quand même... On y est, les fameuses bouchées. Oh là, elles sont belles. J'arrive tout de suite avec les petites salades. Merci beaucoup. Alors là... Salade verte du jardin qui les accompagne. Merci beaucoup. Une excellente dégustation. Merci beaucoup. Merci. Exceptionnel. Je suis très content. Tu comprends pourquoi on a mis des caméras? Ah mais je comprends. On peut pas louper ça, quoi. Non, ça a l'air exceptionnel. Écoute, tu sais quoi, je t'invite à passer à table, commencer à déguster. On va manger tranquillement en même temps. Donc tu vois un peu la réflexion. Toi, je sais pas, si tu partages ça ou si au contraire tu dis c'était hyper riche d'avoir d'abord testé en entreprise. Alors moi oui, globalement, parce que déjà dans le modèle d'activité que j'ai aujourd'hui, en tout cas avoir déjà premièrement, il faut quand même, en tout cas la façon dont on l'a fait, je pense qu'on parlera peut-être d'Exalt après, mais la façon dont Exalt s'est créé, et il faut quand même un petit peu de fond. Et pour pouvoir assumer le besoin de fonds roulement, et puis parce qu'on est parti aussi sur un modèle où c'est un peu la version alors nous c'était pas 4 garçons plein d'avenir, mais c'est un film que t'as probablement pas connu, mais il y a un peu ça, mais nous c'est un peu finalement cet associé plein d'avenir, on est parti un peu tout feu tout flamme, on était sûr que ça allait fonctionner, et on se dit, on regardait pas trop, et 7 tu disais? Ouais, 7 Exalt. Okay. Et puis
donc forcément, ça demande un peu de moyens. Okay. Dans le modèle. Et puis là, on a éprouvé nos premières désillusions un petit peu en mode on était persuadés. On arrivait, on pensait qu'on avait les bons CV, on pensait qu'on avait le bon dispositif, et puis on était persuadés que les banques allaient toutes nous suivre, en tout cas pour pouvoir nous prêter de l'argent. Globalement, le directeur d'agence était tous convaincus, en tout cas en mode c'est sûr, ça va le faire. Et puis finalement, on s'est retrouvé une semaine avant la création d'Exalt, plus avoir de financement, donc il faut financer de fonds propres et ainsi de suite, et puis y aller. Et donc, ça change un petit peu. Je te propose de trinquer. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, on est parti. Tu avais une question pour moi? Ouais, du coup, qu'est-ce que vous faites chez Exalt? Comment ça s'est... Donc, tu disais, 7 associés et ouais, on est... globalement, c'est une aventure. Alors, Exalt, c'est une société de services numériques, donc ce qu'on appelle une ESN, et on accompagne finalement nos clients sur finalement leurs différents projets de transformation digitale. On s'est créé avant tout sur une offre qui était autour du product management. Ouais. Donc toute la partie globalement capacité à pouvoir proposer et accompagner nos clients sur les activités de product management, et puis qu'on a finalement un petit peu élargi sur les activités de project management et puis sur les activités de transfo plutôt autour de la conduite du changement. Ok. Et c'est comme ça qu'a été créé la première finalement le premier petit ersatz d'Exalt sur Paris. Okay. Et donc je l'ai créé avec 6 personnes que j'avais été amené à rencontrer finalement dans ma vie, et que des personnes avec qui j'avais envie d'entreprendre, avec qui finalement alors le terme excitation c'est bizarre, mais c'est un peu ça, mais globalement il y avait un peu cette forme d'excitation à vouloir faire quelque chose avec des personnes qui même pour certains étaient des amis, donc un pote de promo qui lui avait fait qui était le premier employé d'Interenchères.com, qui est la première plateforme de vente aux enchères en ligne en France, qui était le DG de cette activité, le premier manager que j'avais recruté chez Altran, donc François-Xavier Macampi, un des premiers consultants que j'avais recruté chez Altran, François-Xavier Né, qui était passé chez Thales depuis et qui était chez Client, la DRH que j'avais finalement, merci beaucoup. Merci. Qui avait été finalement ma RH, ma DRH dans mon ancienne boîte, un manager aussi, finalement tout un petit pôle de gens qui s'est tous retrouvés tous les 7. Donc t'as un truc quand même très humain mais t'aimes bien l'aventure humaine, en tout cas c'est, tu vois, j'aurais été incapable d'entreprendre seul, ça c'est sûr. Déjà premièrement cette notion d'entrepreneuriat comme certains peuvent le faire, en tout cas je trouve qu'ils ont une volonté incroyable, mais moi j'ai besoin de cette notion d'équipe, et finalement je suis convaincu qu'on arrive à aller potentiellement un peu plus loin, et que la résilience est plus facile quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Après ça crée d'autres problématiques forcément. Bien sûr, ouais. Mais comment tu gères une aventure à 7 parce que c'est quand même cette personne, cet humain, cet ego, cette prise de décision potentielle, l'organisation, ça doit être terrible, ça doit être très complexe. Non, alors là, déjà on a éprouvé ça au fur et à mesure, puisque finalement quand on a créé Exalt, on avait plein d'idées, et puis on est passé par plein de choses, on n'était pas forcément 7 au début, on avait vécu comme tous les entrepreneurs, on avait en tout cas on a eu nos petits hauts, nos petits bas, nos désillusions, nos espoirs, et ainsi de suite. Mais par contre, ce qu'on a mis en œuvre finalement assez rapidement, c'est qu'on est obligé finalement de mettre en place quelques règles de mode de fonctionnement et quelques règles de gouvernance. Et donc cette notion, en tout cas d'associé, telle qu'on l'a définie, c'est être associé donc avoir des parts de la société, et donc être partie prenante sur des décisions qui peuvent être structurantes par rapport à l'avenir de la société. Mais après, on va tous avoir des rôles au sein de l'entreprise. Okay. Et donc il faut arriver à dissocier cette notion d'associé et de rôle dans l'entreprise. Donc il y a un CEO, on va avoir des managers, on va avoir une DRH, et on va avoir, on va avoir un directeur de l'expérience employée, mais chacun va avoir son pôle de responsabilité et pôle de compétences, et il faut qu'on arrive, sinon on peut pas avancer si on est tous sur le même sujet, et donc c'est ça qui nous permet d'avancer, puisqu'au quotidien finalement, je vais pas être à reporter à chaque fois sur demander mon avis à tous les associés, et comme eux ils vont être capacité d'être en mode de fonctionnement autonome par rapport à ça. C'est une question un peu peut-être naïve, mais comment tu gères les territoires entre les rôles et les parts? Tu vois, s'il y en a un qui est directeur marketing, mais je sais pas, qui a plus de parts que l'autre, ça crée pas quand même des défis aussi Bien sûr, et ça crée forcément des frustrations, et ça crée parce qu'on apprend tous au fur et à mesure, et que à un moment donné, c'est aussi cette notion de confiance, et puis à partir du moment,
finalement, cette aventure, on est tous convaincus qu'on est plus fort en ayant combiné l'ensemble de nos compétences et l'ensemble de nos forces que de l'avoir fait seul. Et donc, finalement, et puis on va tous, j'espère que normalement, tout le monde sera gagnant sur le sujet. Mais t'es assez pudique, mais je vais quand même te tirer les verres du nez sur certains chiffres. Vous êtes fondé en 2017, 2018 ? Fondé, en 2018, juillet 2018. On a fêté les 5 ans l'été dernier. Ok, on est en 2024. Vous êtes Faut que je redonne la vraie date ou pas ? Ouais, ça va. Normalement, ça donc le tournage a été effectué. Normalement, ça sortira cette année. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Là, on vient d'atteindre les 1000 collaborateurs à peu près. C'est marrant parce que tu sais, t'as une similitude avec les actions d'NVIDIA. Tu sais ce que c'est qu'à chaque fois que j'en parle, les chiffres ont évolué. Vous êtes 1000, c'est faramineux. La dernière fois qu'on en a parlé, c'est que vous étiez 700, c'était il y a quelques mois. Donc, du coup, aussi, juste parce que c'est quand même assez... J'ai jamais vu ça, quoi. 5 ans... 1000 collaborateurs. Ouais, en bootstrap complet et croissance organique uniquement. Ouais. En bootstrap complet, j'ai du mal à le dire. C'est-à-dire que quand même, c'est quand même absolument unique, je pense. Je sais pas si toi, t'as des modèles qui similaires comme ça, qui ont grandi aussi vite. Je sais pas s'ils grandit aussi vite. Après, on a... déjà, premièrement, parce que on se faisait la réflexion, on n'a pas pris le temps, en tout cas, de regarder un peu dans le rétro et peut-être aussi finalement de pouvoir savourer un peu les moments, ainsi de suite. Mais on est... alors là, c'est même pas du marketing, mais c'est en réalité, si tu veux, on n'est pas trop à être dans le modèle de communication autour du chiffre d'affaires, ainsi de suite. Et en tout cas, on est plus dans... le modèle d'Exalt s'est créé autour de ce qu'on essaie de créer sur un modèle de framework un petit peu différent et d'expérience en pays. Donc finalement, c'est des choses qu'on met pas tant en avant et c'est... forcément, c'est une forme de réussite et quand ma mère voit qu'on est dans les échos et qu'on fait partie ma première société de conseil en termes de croissance en France sur l'année 2023, ce qui sort des échos, le top 500, et puis là on sort dans le Financial Times, elle pensait même pas avoir acheté le Financial Times un jour, et là elle a commandé. Alors faut imaginer ma mère, un village de 600 habitants, aller voir la ville à côté, demander le Financial Times pour voir la boîte de son fils, et on sort dans le FT 500 en tout cas européen. Forcément il y a une forme de... Moi, je vais pas te mentir, ça me fait des frissons, parce que j'imagine... maman, enfin, je vois bien c'est génial. Mais alors, maman, elle vient de se mettre sur LinkedIn parce qu'elle suit toutes les publications. Elle n'ose pas encore liker. Elle m'a dit, je me fais discrète, j'ose pas liker les trucs, mais on publie quand même beaucoup de choses sur LinkedIn. Parce que, tu sais, j'ai commencé à publier récemment et j'ai eu des posts comme ça avec 3 likes, dont mon papa. C'est absolument terrible. Je comprends, on est tous passés par là. Mais donc, non, et donc oui, donc il y a cette forme de fierté. Je sais pas si une vraiment prise de conscience, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une aventure avec un collectif, puisque aujourd'hui, il y a plus, on prend pas le temps forcément, mais c'est certes 7 personnes au départ qui créent finalement la jeunesse d'Exalt, mais aujourd'hui Exalt c'est avant tout un collectif de plus de 30 associés. Et finalement dans le framework c'est le modèle de se dire que on va aller onboarder des gens qui vont être intrapreneurs, donc qui vont être partie prenante dans la création d'une nouvelle activité et sur lequel forcément ils vont se battre pour eux, ils vont se battre pour ce qu'ils sont en train de créer, et ils vont avoir vivre cette expérience d'entrepreneuriat. Et c'est ce qui me permet d'aller plus vite, mais donc en fait il y a des milliers de choses qu'on pourrait aborder, mais déjà je trouve c'est assez fascinant parce que quand tu crées une entreprise, donc toi tu t'es pas posé la question sur le nombre d'associés, mais moi pour en discuter avec plein de personnes, il y a énormément d'avis qui divergent. Un an il faut absolument que tu sois l'actionnaire prioritaire, un an il faut absolument que tu sois avec plein de personnes. Ce qui est sûr c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un dire... Petit scoop, je n'ai pas 51% d'Exalt. Ouais, t'es actionnaire minoritaire. Non, je suis majoritaire, mais globalement, non, c'était pas ça s'est fait et forcément, on a toujours eu plein de discussions, mais si je devais le refaire, je le referais exactement de la même façon. En fait, et tout le monde, de toute façon, il y a toujours plein de gens qui t'expliquent comment faut faire et comment il faut mettre en œuvre le sujet. Entreprendre à 7, tu peux te dire, non les gars, j'ai pas envie d'y aller, je vais avoir peu de parts. Mais si on te dit, ce qui n'arrive jamais, mais si derrière c'est pour être 1000 dans 5 ans, en fait, c'est beaucoup mieux que d'entreprendre à 2 et d'être ne serait-ce que 100, ce qui serait déjà énorme en 5 ans. Donc, il y a quand même eu... c'est payant, en fait, ta stratégie. Je sais pas si c'est payant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qu'on voulait faire. Et puis, il y a cette notion d'énergie qui est créée, c'est...
cette notion d'entrepreneuriat seul dont tu parlais, forcément tu vas plus lentement, forcément tu vas mettre plus de temps pour en arriver aux éléments de palier. Et puis à un moment donné, c'est aussi l'énergie et la dynamique qui va être créée par les autres, parce qu'on va tous avoir des moments un petit peu plus un peu moins dedans, de doute et ainsi de suite, et d'avoir les autres à côté qui vont pousser et qui vont tirer, ça va te redonner cet élément de dynamique. Tu viens de dire un truc intéressant, c'était le but, c'est-à-dire que quand vous êtes assis autour de la table, vous avez ces objectifs déjà là, de croissance énorme. Non, c'est-à-dire que alors j'ai un mode de fonctionnement qui est, je te parlais un peu plus intuitif ou ainsi de suite, plus dans la notion de on y va, et donc j'ai typiquement Exalt, je vais perdre tout le monde et on va me dire que je suis vraiment le dernier des entrepreneurs, mais la notion de BP, je l'ai fait uniquement pour les banques. Je suis plutôt dans cette notion de perte potentielle et d'apport. Et de me dire que j'étais convaincu que toutes les personnes finalement qui nous ont rejoints, c'est des personnes où j'étais convaincu qu'ils allaient pouvoir apporter quelque chose, convaincu qu'ils allaient apporter du plus. Et en fait, je me suis pas posé la question de ce que ça allait réellement en termes de KPI rapporter ou pas rapporter, et ainsi de suite, et comment ça allait nous permettre d'atteindre un BP de telle chose ou telle chose. Et donc finalement ça s'est construit avec des personnalités, avec des gens avec qui j'avais envie de travailler, avec des gens avec qui je me disais qu'on allait pouvoir créer quelque chose finalement qui allait nous ressembler, sur lequel on partageait les mêmes valeurs, on partageait les mêmes principes. Ça veut dire aussi des principes de partage, des principes de collaboration, parce que on parle beaucoup de ce métier d'entrepreneur un peu seul et tout ça, c'est vrai, il y a des décisions, mais moi finalement c'est une version un peu plus facile que j'ai fait, parce que une sorte de cette charge que finalement qui est déportée aussi sur les autres, qui embarquent avec moi, et que je suis pas le seul à mal dormir potentiellement le soir, je suis pas le seul à avoir des stress et ainsi de suite, je suis pas le seul à être heureux, et puis je trouve que c'est plus sympa de fêter les bons moments à plusieurs que de les fêter seul. Comment tu gères le leadership? Comment, je vais pas en dire imposer, mais comment tu gardes un leadership quand déjà il y a 7 autres collaborateurs, tu vois, c'est toi qui les mets autour de la table, donc ça c'est naturellement. Non, c'est ça. Comment tu gères le leadership? Ouais, alors ça c'était un vrai sujet, puisque toute la notion de gouvernance, de comment on arrive à embarquer, parce que finalement cette notion d'entrepreneuriat, c'est aussi la capacité à pouvoir embarquer les gens. Tu peux pas leur demander d'être juste là pour faire du business et pas être impliqué sur les décisions. Maintenant, tu peux pas non plus, à chaque fois que tu prends une décision stratégique pour la boîte, à chaque fois faire une réunion et prendre 4 heures. Donc globalement, si on passerait notre temps à faire des réunions. Donc faut trouver le bon équilibre par rapport à ça. Mais c'est le bon équilibre aussi même vis-à-vis des collaborateurs, parce que si on parle d'Exalt 5 secondes et peut-être les éléments différenciants, en tout cas quand on a créé Exalt, ce qu'on voulait c'était vraiment créer un modèle. On avait même heureusement tu n'as pas vu, et je crois que ça n'est plus sur internet, tu regardes les premiers sites internet d'Exalt. Alors déjà la charte graphique, on était sur quelque chose d'assez, on avait le premier logo d'Exalt, ça ressemblait à un petit bonhomme d'Océdar, je sais pas si tu as vu Please Océdar, il y avait un petit bonhomme en bois avec des articulations, c'était à peu près ça, c'était une horreur totale. Ouais, Et donc on avait inventé un concept dont on était super fiers, on se disait qu'on allait être la première service tech. Donc en gros, le modèle d'Exalt, c'était il y avait toute finalement la génération des nouvelles startups qui se créaient autour des métiers food tech, insurtech, nous on s'est dit nous on allait faire du service tech. En gros, comment on allait finalement dépoussiérer un peu le métier du service qui existait depuis des années et des années, et qu'on allait dépoussiérer avec des modes de fonctionnement qui allaient être un peu plus modernes. C'est marrant parce que t'en parles comme un truc je sais pas où t'en es pas très fier, mais je trouve pas ça si non c'est le terme, alors finalement, mais on l'a pas assumé suffisamment, mais c'est ce qu'on a essayé d'appliquer. C'est cool même, tu vois, et en plus c'est encore actuel, en fait, ça a encore du sens même aujourd'hui. En tout cas là où on l'a amené, c'est que globalement ça nous a permis en tout cas de penser l'entreprise et finalement non pas sur cette notion d'expérience client, mais sur cette notion d'expérience collaborateur. En gros, ce qu'on s'est dit, on est arrivé dans un marché le marché du service en France. Des clients, on fait milliards qui sont réalisés chaque année. Il y a un vrai enjeu, en tout cas qui était le cas il y a 5-6 ans, qui est encore le cas, c'est finalement d'aller chercher les talents, et il y a commence à avoir depuis quelques années une vraie défiance. Tu as été dans le monde du conseil du service, une vraie défiance autour des sociétés de services. Alors je te passe toutes les allégories qu'on a pu avoir autour du métier, des bouchers, des vendeurs de viande, enfin les machins, des trucs, d'esclavagistes modernes, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et alors plus ou moins réel ou pas, mais en tout cas il y avait une forme de défiance qu'il pouvait y avoir, en tout cas autour des collaborateurs, des candidats qui allaient rejoindre les sociétés de services, et puis un peu de perte de noblesse.
et sur des choses des fois un peu toutes bêtes parce que finalement c'est un métier qui est pas si simple que ça parce que on doit créer du sentiment d'appartenance auprès des collaborateurs qui sont finalement déportés chez des clients parce qu'ils vont œuvrer au quotidien tous les jours. Ils sont plutôt chez les clients que finalement dans la société. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire autour de finalement cette expérience collaborateur et qu'elle nous permette de pouvoir finalement être un peu meilleur que les concurrents. Donc Exalt, c'est ce que ça veut dire, notamment Exalt, c'est EX pour expérience employée, EX, expérience. Et Alt pour Altus, Porteo, donc Porteo, l'expérience employée, d'où le nom d'Exalt. C'est juste de vous décrire comme une sorte de pool d'experts que vous allez déployer chez vos clients. C'est plus que pool d'experts, c'est en fait une notion de communauté. Donc en fait, tout Exalt a été créé autour d'un framework basé sur tout finalement un peu de nouveaux modèles un peu inspiré d'un modèle holocratique. Donc plutôt voilà. Tu l'as sorti. Tu vois, on l'a préparé cet épisode. Pierre, il y a 5 minutes, il vient de me mettre holocratie là sur son téléphone. Tu l'as sorti avant qu'on puisse te poser ta question. Donc voilà, on est passé à côté, c'est pas grave. Alors c'est pas exactement un modèle holocratique, mais on s'inspirait en tout cas finalement de valeurs et finalement qui forment un peu les piliers d'Exalt. Donc on a 3 gros piliers chez Exalt, ce qu'on appelle la doocratie. Ouais. Qui est un espèce d'anglicisme mot barbare, dondo pour doux et donc faire et cratie pour le pouvoir. Donc en gros doocratie c'est le pouvoir à ceux qui font. Okay. Et ça très clairement on l'a mis en œuvre au bout de 6 mois après Exalt, enfin la création d'Exalt, parce qu'on était dans un mode très communautaire, tout le monde donne son point de vue sur tout, ainsi de suite. Et globalement c'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Notre premier logo qui était absolument affreux, tout le monde avait essayé de travailler, ça a mis 6 mois pour sortir un logo si tu veux, et le logo le plus affreux et donc que tu pouvais imaginer. Et si vous cherchez Exalt image, vous pouvez pouvoir trouver encore ce logo affreux, mais globalement on s'est dit c'était pas possible, on perd du temps, on est en train de se dire on va mettre en place de l'agilité, et ainsi de suite, et finalement on est tous sauf agile et on fait des itérations qui ne servent à rien pour aboutir sur quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc c'est un peu cette histoire du curseur dont tu parlais, c'est très beau la communauté, le fait de faire, mais derrière la prise de décision, si elle est multipliée par le nombre de collaborateurs, c'est ça. Donc comment tu fais pour avoir c'est le principe même de la docratie, c'est que en fait le principe c'est que tu demandes à tout le monde son point de vue, mais en attendant à la fin il y en a un qui décide, et celui qui décide c'est pas forcément celui qui est tout en haut de la pyramide, mais ça va être le honneur par rapport au sujet. Donc ça peut être des consultants qui vont être, puisqu'on a tout un framework avec finalement beaucoup de rôles au sein d'Exalt et sur lesquels ils vont être impliqués, ils vont vivre aussi leur aventure d'entrepreneuriat au sein d'Exalt, et finalement c'est eux qui vont être à même de pouvoir décider ça. Donc il y a forcément tous les aspects de partage, de collaboration, donc qui passe par la co-construction. Donc quand on crée une boîte de zéro, il y a tout à créer autour de ces éléments de framework, mais c'est aussi forcément comment on va fonctionner, les références, des choses toutes bêtes, comment on va aussi accompagner les gens dans leur carrière, la formation, les modèles de fonctionnement. On est beaucoup sur du co-apprentissage, donc avec des modèles de formation qui sont un peu différents de ce que moi j'ai connu avant dans d'autres structures. Donc c'est beaucoup de meet-up, c'est des BBT, des brown bag training. Donc c'est quoi? Des BBT, brown bag training. Brown bag? Ouais, c'est ton petit comment ça s'appelle, le fameux sac que tu prends à emporter le lunch. Ok, d'accord. Et donc en fait pendant les périodes de déjeuner, en fait chacun vient avec son petit brown bag et tu vas avoir une session de formation qui permet de pouvoir concilier un peu la version d'avoir une mission, d'être chez un client ou ainsi de suite, et puis de pouvoir te former pendant 2 heures avec un formateur, un certificateur pour pouvoir obtenir une certification. Donc toutes les semaines tu vas avoir des cours au niveau du déjeuner par exemple. Tu vas avoir ce qu'on appelle chez nous des exaltants. Donc c'est je sais, on l'écume jusqu'au bout Exalt. À un moment donné, on n'a pas été très créatif par rapport à ça, mais très bien. Mais en gros, c'est des journées d'open forum où on sort l'ensemble des collaborateurs d'Exalt pour pouvoir travailler sur un modèle d'open forum. Il y a 40 à 50 finalement ateliers différents où chacun va aller se former, se certifier, et puis l'objectif c'est que, en gros, globalement, la promesse de valeur c'est que chaque collaborateur, qui soit finalement dans les fonctions siège ou consultant, doit apprendre quelque chose tous les 6 mois ou donc ça c'est en gros c'est un peu le petit modèle. Il y a certaines choses dont tu as parlé que je retrouve dans moi, ce que j'ai vécu dans le conseil. J'ai commencé chez Accenture, et tu sais, en plus dans ces entreprises-là, il y a une sorte de course à the best place to work. Donc finalement, il y a des belles choses qui sont mises en avant en permanence. On n'a jamais fait, on n'a jamais fait. C'est non, il faut s'inscrire, hein, tu sais. Je vois très bien comment ça fonctionne. C'est certains critères à avoir. Enfin, je te dis ça comme si. Je veux dire, je vois très bien que
t'as un investissement à faire et c'est toi qui vas chercher le label et pas. Donc, je comprends bien l'intérêt et comment ça fonctionne. Mais par contre, ce que j'ai jamais entendu, c'est le terme holocratie, déocratie. Et quand on a fait la préparation du podcast, ce qui nous a frappé, c'est que ce terme-là, qui, selon moi, vous êtes les seuls à mettre en avant, ou quasiment, en tout cas, moi je le connaissais pas, mais il est vachement mis en avant chez vous. C'est vraiment votre carte de visite. Et c'est marrant parce que ça a l'air de fonctionner. Donc c'est quoi en 2 mots Tant que ça a l'air de fonctionner, ça me va. Non mais attends, quand tu nous donnes tes chiffres, c'est quand même, ça a l'air vraiment, enfin c'est ça pour l'instant dont je parle. Je vais en raconter plus en détail, mais du coup en 2 mots, si tu devais résumer la déocratie et l'holocratie. Non, c'est vraiment, alors la déocratie, c'est vraiment le pouvoir à ceux qui font et donc pas forcément sur une notion hiérarchique ou ainsi de suite. Et puis dans le modèle, en tout cas qu'on essaye c'est un modèle finalement un petit peu, comment on pourrait dire ça, tu vas fonctionner en fait. Exalt, finalement, c'est devient aujourd'hui une multitude de cellules finalement autonomes, mais qui fonctionnent sur le même framework et sur lesquelles tu vas avoir des éléments de partage et d'échange. Et un peu comme finalement de nos clients qui ont leur tribu, leur squad, leur agilité et ainsi de suite, tu vas retrouver à peu près les mêmes éléments avec des rôles au sein de chacune de ces cellules qui vont être des rôles qui vont échanger entre les différentes cellules, des rôles qui vont être de partage. On va avoir, chacune des cellules va avoir finalement son backlog avec des priorisations autour des features qui doivent sortir. Les features, ça va être soit du marketing, ça va être soit du recrutement, soit des éléments, et puis chacun en s'appuyant sur ce qui va être créé à côté, et puis t'as une forme de gros PI planning qui est organisé à un moment donné, sur lequel tu vas essayer de mettre en place cette gouvernance pour pouvoir faire en sorte que finalement l'ensemble des contributeurs qui vont œuvrer un peu de leur côté vont permettre d'œuvrer au global pour l'ensemble des autres. En version schématique, c'est un peu comme ça. Ouais. Et sur lesquels on va avoir des rituels et des cérémonies sur lesquels on va permettre de pouvoir tous se retrouver et de pouvoir tous échanger. Mais c'est marrant que tu dis tout à l'heure que vous avez jamais apply à the best place to work, qui est en fait beaucoup de marketing. Non, mais alors je considère ça très bien. C'est juste que, à un moment donné, c'est des choix et c'est du temps et que je crois qu'il faut candidater, ainsi de suite. Je sais pas si on sortirait en Great Place to Work ou pas. Je sais pas mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on a une des grandes forces qu'on a chez Exalt et ce qui a permis de faire un peu cette croissance jusqu'à maintenant, c'est que je pense qu'on a plutôt un bon niveau d'attractivité, en tout cas auprès des candidats, et meilleur que la plupart de nos concurrents. Aujourd'hui, quand on fait une proposition à un candidat en embauche, à 75% du temps, il vient signer chez nous. Ouais, c'est fort. Et on a très clairement un taux de turnover, en tout cas, qui est plus faible que la concurrence. Alors, tu me diras, c'est facile, vous avez été créé il y a pas longtemps, et c'est vrai, mais on a quand même ce taux de turnover qui est quand même beaucoup plus faible. Donc, forcément, la croissance est plus facile, en tout cas, potentiellement plus facile chez nous. Parce que tu attires mieux, plus facilement, et tu retiens mieux tes collaborateurs. Mais en fait, moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit quand je t'écoute, c'est l'authenticité. Parce que en fait, finalement, ce discours-là, il y en a beaucoup qui le disent, mais pour avoir eu l'occasion, par exemple, de discuter avec, je veux pas écorcher son nom, François Xavier. Ouais. François Xavier, quand tu discutes avec la personne la plus intelligente de la boîte. C'est un philosophe, sociologue, mais il est bluffant. Du management. Non mais moi tu sais qu'il m'a bluffé. Il m'a même fait croire que potentiellement il pourrait apporter de la valeur. Hein. Non, mais c'est un truc de taré. Je l'ai même mis en tant qu'associé. Hein. Non mais il y a vraiment cette envie de changer un petit peu les codes, de faire de la nouveauté. Fixe, tout ce que je te dis là, et si un jour tu veux faire tout un podcast autour du modèle en plus je vais sortir quand il va voir le podcast, il va me reprendre 10 fois. Qu'est-ce que tu as dit sur le modèle holocratique et machin, ainsi de suite. C'est pas exactement ça, on s'est inspiré, mais Fixe, François Xavier, c'est quelqu'un de juste brillant, et tout ce modèle-là autour du mode de fonctionnement. Donc François Xavier, il est en charge de l'employé success management. Donc il est vraiment en charge de l'ensemble de ce framework et de le déployer et de faire en sorte que ce soit appliqué, parce qu'aujourd'hui Exalt, c'est pas que Paris, c'est pas que l'activité product. Aujourd'hui, on est présent finalement sur le territoire français et puis même international. Donc les vrais sujets sont aujourd'hui le sujet que j'ai adressé, c'est la scalabilité. C'est finalement créer une structure comme on l'a vu de 0 à 300. Je l'avais déjà plus ou moins fait, alors en plus dans facilité parce que dans un groupe, mais maintenant comment tu arrives à le déployer, comment tu arrives à faire en sorte qu'on arrive à garder en tout cas les mêmes valeurs, les mêmes authenticités, les mêmes simplement les mêmes critères d'exigence
à travers de nouvelles aventures, ça c'est un vrai sujet. Et donc ça c'est François-Xavier qui travaille sur tout ça et qui adapte le framework. On a un peu comme chez tes clients, t'as une version produit qui sort avec des mises à jour. Alors nous on n'est pas tous les 6 mois, mais tous les ans t'as une mise à jour du framework qui est adaptée par rapport à ce qu'on a pu voir. On est dans les principes fondateurs d'Exalt, c'est permanent bêta, donc on est à chaque fois en mode test. On était convaincus qu'on sortirait pas quelque chose de nickel la première fois, mais qu'on allait s'améliorer au fur et à mesure, que capacité à se remettre en cause. Et donc le framework, on l'adapte au fur et à mesure, on l'adapte en fonction du nombre de personnes, on l'adapte en fonction de ce qui va fonctionner. Mais ça nous permet aussi, c'est un outil d'une puissance parce que capacité à pouvoir simplement impliquer les collaborateurs, à les permettre de se mobiliser par rapport à ça. Puis aujourd'hui, c'est les premiers moteurs finalement pour pouvoir le décupler. Enfin, on a un taux d'engagement des collaborateurs, on a 40% des consultants qui sont impliqués dans ce qu'on appelle des actions, des chantiers internes, ainsi de suite. Et ça va être sur des rôles de booster, de mentor, de head off, il y a tout un framework avec et on a 40% qui participent activement sur ce sujet-là. On a parlé de plein de sujets un peu nouveaux en plus, donc il y a plein de concepts. Mais je pense qu'on a perdu la moitié des auditeurs quand même. T'en as conscience. C'est pour ça qu'on va essayer de les récupérer. Non, mais si j'essaie de résumer un petit peu dans les gros moteurs fondateurs. Maman, si tu nous écoutes encore, il faut rester jusqu'au bout. Dans les gros principes fondateurs, en gros, moi je retiens 2 choses. C'est le côté doer, où en fait tu impliques un maximum tes collaborateurs. Et le deuxième, c'est le côté itération avec le permanent bêta. Et tout ça, en fait, tu essaies de les marier un peu pour que ce soit les gens qui font et qu'il y ait plein de bêta, des trucs de cellules où tu as fini avec plein de cellules. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Tu vois, je t'ai écouté. Ah, mais je t'en remercie. Tu m'avais dit que t'écouterais pas, mais non. Et non, mais moi je suis bluffé parce que finalement à un moment donné les preuves de réussite, voilà, c'est les chiffres. Quand tu vois comment vous évoluez, c'est juste incroyable. Donc c'est intéressant de comprendre. Tu sors quand même des concepts qui peuvent être un peu pas valises, mais tu sais qui peuvent être compliqués à comprendre. Quand tu vois les chiffres derrière, tu dis ok, en fait il y a sûrement un truc à creuser en fait là-dedans. Donc c'est hyper intéressant. Non, c'est une sorte de laboratoire en fait de choses à récupérer. Et puis après c'est tous les éléments que tu as donné. C'est à un moment donné, c'est aussi de se dire que tu partages la valeur et donc tu vas avoir des gens qui vont être encore plus impliqués. Chacune des entités, des nouvelles offres Exalt ou des nouvelles régions vont être portées par des associés qui vont être finalement, c'est leur bébé, c'est leur boîte sur lesquelles on va être là pour les accompagner et qui vont se battre au quotidien. Je te dis, quand je disais tout à l'heure, je suis pas le seul à pas dormir le soir potentiellement, je suis pas le seul. Et finalement, c'est une armée de 30 associés qui se battent au quotidien pour créer leur aventure et faire en sorte qu'Exalt vous êtes aujourd'hui. Et j'avais envie qu'on discute un petit peu de ça aussi. Tu disais vous avez commencé à 7. Tu m'avais un petit peu expliqué que vous aimez bien rajouter en incrément des personnes qui vont être plus ou moins associées pour créer une sorte d'excroissance d'Exalt où ils vont créer une nouvelle offre ou un nouveau... C'est exactement ça. Ok. Exalt, en fait, on s'est créé juillet 2018. Donc, on a créé l'activité Exalt Paris, donc qui portait l'offre Product et Project Management. Très rapidement pour des raisons qui étaient une contrainte qu'on a transformée en opportunité. On a créé Exalt Lyon 4-5 mois plus tard. Donc, on a ouvert l'agence le Exalt en région lyonnaise. Donc finalement ça s'est fait assez rapidement et puis 4-5 mois plus tard on a créé une autre offre finalement sur Paris autour d'opportunités, de rencontres dans un bar, un resto avec quelqu'un avec qui tu fites, que tu connaissais d'avant, qui a envie de monter une aventure, qui se dit qu'il a envie de partir dans un truc et que il croit en finalement qui tu es, en ce que tu es en train de créer, ce que tu as envie de créer et qui se dit qu'il va le monter avec toi aussi, qu'il va monter. Puis on crée Exalfi. Donc là c'est Mathieu et Vincent qui nous ont rejoints. Merci beaucoup pour créer cette aventure. Merci beaucoup. Et donc finalement, on ne s'est jamais arrêté après de partir. Forcément des loupés quand tu fais comme ça. Oui, pour l'instant on a de la chance, mais non, mais t'as pas de. Non, après la notion de loupé, c'est quoi loupé, c'est à quel moment c'est la notion de perte acceptable dont je te parlais tout à l'heure. Okay. Si tu fais ton BP, tu vas forcément avoir des loupés. Maintenant, c'est une notion de perte acceptable. Si tu penses, t'es convaincu que ça va apporter de la valeur, jusqu'à quand t'es prêt à te dire que c'est en perte jusqu'à ce que ça puisse apporter de la valeur. Exalfi, par exemple, au tout début, ça a été super compliqué parce que, alors, on travaille dans le monde du service et nous, on travaille principalement
90% de nos activités, c'est plutôt grand compte, donc on est plutôt ciblé SBF 120, CAC 40. Et puis, et donc quand tu vas travailler sur une activité Exalfi qui donc adresse la partie investment banking, asset management, c'est que t'as quatre grosses en investment banking en France. T'as SGIB, CACIB, BNP CIB et Natixis. Et puis après, t'as des asset managers. Ça reste des grosses structures. Quand tu arrives et que tu expliques que tu as créé ta boîte il y a 2 mois, que tu fais partie d'un groupe qui a été créé il y a 6 mois et qu'on te demande des comptes de résultats sur 3 ans et que pour pouvoir potentiellement être référencé, pour être référencé, ainsi de suite, on s'est pris des no-go, mais un nombre de fois, t'imagines même pas, avec des opérations qui ont envie de travailler avec nous, qui nous disent OK, consultant qu'on recrute, qui est embarqué chez nous et que finalement ça démarre pas. Et Exalfi, donc si j'étais parti sur la création d'un VP, on était en mode, il serait 15, 20, 30 la première année, et ainsi de suite. Ça a été plus compliqué que ça, et pourtant en attendant de la réalité, c'est la deuxième structure d'Exalt en termes d'apport de chiffre d'affaires. Ils ont une croissance qui est incroyable, et aujourd'hui ils sont 160 à peu près en 4 ans sur la partie banque d'investissement, et ils travaillent finalement avec tous ces clients qui au début c'était pas forcément simple. Donc c'est le temps que tu vas laisser. Donc aujourd'hui en tout cas toutes les entités en France jusque-là ont bien fonctionné. On a commencé nos premières aventures internationales et merci beaucoup. Là, c'est des petites billes, caramel, fleur de sel. Oh là là, jamais. Et donc, je sais plus du tout, pardon. Mais je vais en profiter. Non, tu m'expliquais un peu le Exalfi, mais ça c'est l'entrepreneuriat aussi. Au début ça marche pas forcément, mais je pensais. En fait, j'ai une image en tête un peu d'une greffe avec des plantes, tu vois. Ça va marcher 2 fois sur 3, mais il y a des fois ça va pas forcément marcher. Je pense à la culture qui est forte chez vous. Tu vois, si vous avez cette croissance un peu de croissance, d'excroissance presque. Non, mais la il n'y a pas eu des moments où en fait bien sûr. ça matche pas, ou c'est compliqué. Non, alors tu veux dire avec des associés, des choses comme ça, ou on dirait que je suis hyper négatif, mais c'est juste que je trouve ça intéressant en fait de voir. On a eu quelques cas bien sûr, mais c'était pas forcément matchait pas ou ainsi de suite. C'est à un moment donné où on se trouve, c'est une question de timing aussi, ainsi de suite. Après, je reste quand même sur un métier où finalement il y a un marché, quoi. Je suis pas obligé de trouver mon marché, quoi. Je suis pas. On parlait de différents entrepreneurs qui avaient pu créer finalement des produits ainsi de suite, qui doivent trouver leur marché ainsi de suite. Moi, le marché il existe. Donc après, est-ce que tu fais mieux que tes concurrents? Est-ce que potentiellement tu te fiches pas de la figure de tes clients et que tu vends pas trop cher non plus? Et est-ce que finalement tu proposes une expérience aux collaborateurs qui ont plus envie de venir chez toi et qui ont plus envie de rester chez toi? Globalement, les modèles sont assez simples. Donc que ça soit à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Aix, Marseille ou même à l'étranger qu'on a pu le faire, finalement on reste sur un métier. Oui, c'est un peu le service, c'est-à-dire que dans le service, la barrière à l'entrée elle est un peu moins forte. Comme tu l'as super bien résumé, il faut être un peu meilleur que tes concurrents, et il faut être dans la mission et pour garder tes employés. En fait, dit comme ça, on dirait que c'est simple, mais c'est simple. C'est pas rocket science, très clairement, mais mais par contre, après c'est l'opérationnalisation de ça, c'est la capacité à pouvoir faire en sorte que les promesses que tu as vendues, en fait, tout le monde est capable de vendre beaucoup de promesses à l'embauche, et comment tu les mets en œuvre au quotidien, comment tu les fais vivre au quotidien aux collaborateurs, comment tu proposes ça, et puis donc c'est ça qui est peut-être un peu plus compliqué. Vous êtes dans quel pays aujourd'hui à l'étranger? Alors là, on a ouvert notamment la Colombie, qui était le premier pays que nous avons ouvert. Alors Bogota. Ouais, je sais. Je savais qu'il y aurait un moment difficile dans ce déjeuner. Donc là, Adley, si tu m'entends, sache que ce que je vais dire. Adley, qui est l'associé qui a ouvert la Colombie avec nous. Et globalement, ça s'est fait uniquement à cause de lui. Non, c'est... Non, mais je comprends bien, vous avez pris le globe et vous avez dit, c'est la Colombie, oui, c'est logique. Ouais, j'essaie de la faire vraiment, comment ça s'est passé. Et donc Adley, c'est finalement, on s'était rencontrés quelques fois, on avait failli créer une entité sur Paris ensemble. C'était pas fait parce que justement là, c'était pas le bon timing. On était restés en contact et il était parti dans une autre société. Et à un moment donné, on s'est revus et il avait déjà eu une expérience en Amérique du Sud, et il est venu me voir en me disant, en fait, ma femme et moi, on aimerait bien partir en Amérique du Sud, notamment en Colombie, et j'aurais potentiellement un job là-bas, mais moi je me disais j'ai envie de monter un Exalt Colombie. Et moi à ce moment-là, quand il m'en parle, donc c'était il y a 3 ans,
ma connaissance de la Colombie se limitait à Narcos que j'avais vu sur Netflix et Ingrid Betancourt. Autant dire qu'entre les FARC et les producteurs de cocaïne, globalement, je t'ai dit mais qu'est-ce qu'on va aller mettre en Colombie? Puis pareil, toujours beaucoup de choses reviennent à ma mère, mais je me disais mais comment je vais expliquer à ma mère que je suis parti en Colombie pour créer une aventure, pour créer une activité chez Exact. Et puis finalement, tu commences à creuser. Et puis tu te rends compte que finalement c'est un pays juste incroyable, qu'il y a une économie qui est en pleine explosion, que il y a finalement il y a des traités, des accords qui ont été faits notamment vis-à-vis de la France sur la capacité à pouvoir créer des structures et puis à remonter aussi potentiellement le cash, sur lequel tu as une inflation qui est une des plus basses d'Amérique du Sud, sur lequel tu as finalement dans tes fameux clients avec qui tu travailles sur Paris qui sont du CAC 40, ils ont tous une antenne pratiquement en Colombie. C'est un peu ce truc de connect the dots. En fait, petit à petit, quand tu prends tous les points, tu dis en fait, finalement. Mais c'est aussi de la notion de, simplement. Alors là, c'était la limite de ma culture générale que j'avais, parce que finalement, ma culture générale de la Colombie n'était faite que d'une série Netflix et de journées télévisées autour d'Ingrid Betancourt et les FARC et ainsi de suite. Et j'ai jamais imaginé qu'il y avait un potentiel comme ça. Et donc, il y a un niveau d'éducation qui est incroyable. Non, ça a été. Ça peut en être du coup un bastion pour développer plus grandement l'Amérique du Sud. T'as comme objectif de développer les autres pays. Oui, complètement. Ok, génial. Donc en tout cas, c'est bien l'ambition que nous avons avec Adley. Là aujourd'hui, on adresse nos clients. Typiquement en Colombie, on va avoir des clients qui sont des clients locaux. C'est une personne pardon de te couper, c'est une personne qui est colombienne. Non. Il était français et il est toujours. Et mais il avait déjà fait 1 an en Amérique du Sud, en Argentine. Ok. Et donc il est parti. Je te pose la question par rapport à la culture. Tu sais, souvent quand on veut ouvrir des marchés locaux, ce qu'on fait, c'est qu'on prend quelqu'un de là. Et moi qui ai eu la chance de voyager un petit peu avec mon ancienne entreprise, j'ai essayé de faire un peu ces choses-là. Mais à chaque fois, on se dit, il faut quelqu'un, ne serait-ce que pour la langue, pour la culture. T'as complètement raison. Mais on a tout essuyé là-bas. Donc globalement, on est arrivé avec une idée préconçue sur le mode de fonctionnement qu'on avait de faire du business en France, parce qu'il a fait du business en France et c'est pas le même mode de fonctionnement. On est dans un modèle de vente qui est très bottom-up chez nous. Donc globalement, nos clients sont plutôt les chefs de projet, ou les PM, mais globalement, on n'est pas forcément sur le top management à chaque fois. Aujourd'hui, je peux faire des millions d'euros de chiffre d'affaires avec un client, le DSI m'a jamais rencontré. Et c'est le mode de fonctionnement, parce que et là-bas, c'est dans un mode de fonctionnement, si t'as pas rencontré le patron, globalement, t'arriveras pas à faire le business, mais si t'as pas rencontré le mec en dessous, tu feras pas le business non plus. Tu apprends tout. Finalement, t'es obligé, et puis tu repars, et puis ça se fait aussi. C'est sur le petit déjeuner, ça se fait la communauté expat aussi sur lesquels tu vas avoir du business, mais il y a déjà d'autres qui sont présents. Tu es allé là-bas un peu du coup pour ouais. Okay. Puis c'est haut en termes d'altitude, Bogota. Donc à chaque fois, je suis complètement vanné. Mais vous êtes combien là aujourd'hui, Exact Bogota? Là, on a gagné des projets. Globalement, on a 20-30 projets actifs. Ok, génial, bravo. Donc non. Et puis on a ouvert les États-Unis. Ok. Donc New York pour l'entité Exalfi. Là, écoute, on est très content. On l'a ouvert il y a 8 mois. Et ils viennent juste de passer break-even mensuel là en 8 mois. Donc ça veut dire quoi le break-even mensuel? Globalement, l'entité rapporte plus d'argent chaque mois qu'elle n'en dépense. Au bout de 7-8 mois, quoi. Ouais. Ok, très bien. C'est quand même déjà c'est un joli achievement. Complètement. Ça sera coupé là. Ils vont me dire, genre, vivons heureux, vivons cachés. Mais ouais, non. Ça sera possible, c'est possible. Non, mais non. Et donc non. Et ça, par contre, ça a été c'est aussi ça qu'on apprend au fur et à mesure. Tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que tu peux être entrepreneur en commençant à 20 ans? Bien sûr. Maintenant, je pense que je vais plus vite et je fais potentiellement il y a des erreurs que je refais plus aujourd'hui. Créer les États-Unis, créer l'entité from scratch comme je l'ai fait avec c'est 6 mois avec des avocats pour créer une structure à New York. Il fallait que j'obtienne mon visa investisseur, mon visa E2, donc les rendez-vous à l'ambassade, les dossiers, les études sur. Tu réponds à un dossier monstrueux sur qui tu es, ta famille, tes machin pour pouvoir avoir un visa investisseur, pour pouvoir créer. Il faut déposer de l'argent, tu bloques des fonds assez importants pour pouvoir démontrer.
globalement, le métier du conseil de service, c'est pas les sociétés qui sont le plus créées aux États-Unis. Donc, globalement, ils viennent t'expliquer à quoi va servir l'argent parce qu'ils attendent à plutôt avoir des restaurateurs. Et pourquoi vous n'avez pas acheté un fournil et pourquoi vous n'avez pas acheté un machin. Et tu leur expliques que les 500, l'argent que tu as mis là-bas va plutôt servir à payer le besoin en fonds de roulement pour payer les salaires des collaborateurs. Mais ils ont besoin de garanties comme quoi tu vas utiliser. Et donc ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je ferais ça différemment, très clairement. Tu connais Deal? Deal? Ouais. Alors, je vais faire la pub pour des gens que je connais pas, mais avec plaisir. C'est une entreprise qui a explosé récemment, mais c'est assez fou les chiffres qu'ils ont. Peut-être aussi fou que les vôtres. Et en fait, eux, leur métier, c'est de recruter à l'étranger et d'ouvrir des entreprises à l'étranger pour des entreprises qui voudraient qui voudraient scaler, en gros, d'ouvrir les bureaux. Donc, je t'en parle par rapport à cette expérience-là. Avec plaisir. Après, là, aujourd'hui, tous les associés, finalement, et ce qui a fait la plupart, en tout cas, des associés, sont à chaque fois des associés finalement qui étaient des collaborateurs avec qui je travaillais. Tu vois, typiquement en New York, c'est un manager qui était sur l'entité Exaltit qui est parti à New York. Donc les associés de côté ex Marseille. Donc il y a Thomas et Émilie. Émilie, c'était une manager côté parisienne qui est descendue. T'as le sentiment que l'holocratie et ce côté plein de cellules et encouragement au doing, etc., ça vient finalement te revenir de cette façon-là, avec les gens en interne qui viennent finalement peut-être te pousser les idées de nouvelles parce que c'est un peu ça que j'entends. Alors. Mais ça crée un cercle vertueux. Enfin, parce que globalement, quand finalement, c'est... Isé nous a rejoint, il était consultant, il faisait du dev, il est arrivé en business manager, il a fait un carton, et puis finalement il est aujourd'hui associé, il prend des parts dans la structure qui a été créée aux États-Unis. Émilie, pareil, qui nous a rejoint en tant que manager, ainsi de suite. Donc ça crée quand même finalement toute une notion en tout cas d'évolution et puis de capacité à pouvoir toucher du doigt un peu cette notion d'entrepreneuriat et de prendre part à ça. Tu penses que tous les gens qui vont travailler chez Exalt, ils viennent un peu pour ça? Tu penses que c'est des gens qui ont un peu cette touche-là? Non, mais en tout cas, je pense qu'ils viennent tous parce qu'en tout cas, ils viennent aussi pour, en tout cas, cette notion un peu de culture qu'on essaie de mettre en avant, peut-être un petit peu différente. Je pense que si on parle, ça se traduit plein de choses. Enfin, Exalt aujourd'hui, on doit être sur Exalt Paris, je crois, on est 52% de femmes, 48% d'hommes. Au global, on doit être à 48-52 dans l'autre sens. Donc, en termes de mixité des sociétés de services où t'as cette notion de parité, tu ne retrouves pas beaucoup. Tu retrouves les indicateurs EGAPRO, on était à 100% l'année dernière sur des entités. On est à 98 ou 100. Tu retrouves finalement tout un écosystème avec des choses. On a organisé pendant 5 ans un festival où t'emmènes 700 personnes en plein milieu d'un... Il fallait que tu nous racontes ça. Donc, c'était cet été, je crois que C'était septembre. Ouais, c'est ça. Ce nom, on a dû se voir juste avant. Alors, qu'est-ce que c'était que ce festival où j'ai cru comprendre qu'il y avait des grandes roues il y avait, alors pas des, mais alors j'adore, c'est la façon. Ouais, ils avaient des grandes roues. Il y avait des cracheurs de feu, des lions. Non. Donc il y avait une grande roue. Mais non. Le concept c'était de se dire, on avait fait un séminaire l'année avant et puis on voulait un peu marquer le coup pour les 5 ans d'Exalt. On commençait à être un peu nombreux et puis on voulait être aussi un peu dans cette notion de mouvance un peu sociétale responsable et puis dans le côté festival finalement nous correspondait bien et donc et on a trouvé on avait la chance de trouver un lieu incroyable et donc créer tout from scratch, donc avec une grande scène, avec des artistes internationaux qui sont venus pour jouer. T'as des noms qui sont connus un peu dans les artistes Ouais, mais là on avait alors moi je suis très électro en plus, donc on avait forcément un panel électro un peu important, mais en gros il y avait sont venus mixer Bon Entendeur, MB14, Joris Delacroix, Joachim Pastor, Miralo. Enfin, on les embrasse, Bon Entendeur. On nourrit l'espoir de déjeuner avec eux, un de ces 4. Ouais, ça c'est quelque chose que je peux vous arranger si tu veux. Ah ouais, trop bien. Mais attends, on se parle quand même d'un festival d'entreprise où tu as ramené 700 personnes. Ouais, et Bon Entendeur. On était dans les tipis avec Deli, on avait tout créé et des grandes scènes. Enfin, la vidéo est assez impressionnante, une ambiance incroyable avec. J'ai jamais vu ça, je pense. Des food trucks, il y a plein de choses qui ont été organisées. C'était un souvenir assez incroyable. Et puis c'était aussi puis le hasard. Cette notion de vie d'entrepreneur, c'est d'opportunité. Le hasard a fait aussi que ça me permet de faire des rencontres assez incroyables et notamment
le propriétaire du domaine sur lequel on était, donc le domaine de Panéry, en fait, appartient à un monsieur qui s'appelle Olivier Ginon, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle GL Events. Je sais pas si tu connais. Si, ça me parle. Ils vont faire 1,6 milliard, qui est le leader dans la notion d'événementiel, et qui est un self-made man, mais juste incroyable, inspirant, et sur lequel, finalement, comme tout événement qu'on organise, il y a toujours des trucs qui vont pas, et donc j'étais en train de me démener dans tous les sens. Il y avait pas de poubelle, machin, il cherchait les poubelles, et il voyait, et il était dans son, donc il était là, il passait le week-end finalement sur son domaine, avec sa femme, et puis il voyait en train d'essayer de nous démener, essayer de sortir le truc, et on a commencé à discuter, et on a échangé un verre, et en tout cas une vraie source d'inspiration, et la chance finalement. Comment il s'appelle ce monsieur? Olivier Ginon. Olivier Ginon, ok. Et qui est un monsieur incroyable, et qui finalement m'a beaucoup aidé aussi, parce que finalement nous sommes restés en contact. Je revois finalement on arrive à déjeuner ensemble, et c'est quelqu'un qui a un retour d'expérience sur l'entrepreneuriat qui est juste incroyable. Il a créé sa boîte juste à la sortie, où il posait, la façon dont tu l'expliques en plus, sur les premiers salons, limite à poser les moquettes, ainsi de suite, à un groupe qui fait 1,6 milliard. La boîte, elle a failli mourir au Covid, ils sont passés à 400 millions, ils reviennent à 1,6 milliard. Là, en ce moment, il était au Brésil, parce qu'ils ont des projets qui sont en train de monter. Enfin, il a, on voit un peu Connect the Dot, il y a plein de choses qui se rappellent. Sociétés créées qui sont basées à Lyon, mais on voit, tu regarderas, mais Monsieur Ginon, on le voit beaucoup dans la presse, c'est l'entrepreneur français avec juste super simple, accessible, et la façon dont il a été juste incroyable. Donc très très belle rencontre. Trop bien, c'est hyper inspirant. Et j'ai envie de te poser une question. C'est Marion, une de nos dernières invitées, qui nous a donné cette expression que j'aime bien. C'est quoi, selon toi, ta zone de génie? Ma zone de génie, waouh. Génie, En fait, pour moi, le génie, c'est la simplicité. Donc, globalement, c'est la capacité à faire les choses simples. Donc, et je pense que j'ai une capacité à faire des choses simples, finalement. Mon génie, c'est ma feignantise. Donc, c'est tout ce que je peux faire en reprenant et en simplifiant la vie, et ainsi de suite. J'ai une énergie incroyable, mais j'ai pas envie de passer... je sais pas comment te le dire. Je pense que des fois, la meilleure idée, c'est la plus simple, et qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de faire des trucs qui vont dans tous les sens. C'est ok, intéressant. C'est marrant, tu vois. J'ai pas envie de parler pour toi, mais de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc sur le leadership, en tout cas la capacité à fédérer. Peut-être ça, à fédérer. Tu ressens, toi Non, je pense que forcément. Après, je déteste. Mais c'est pour ça que je l'ai dit, parce que je sais que tu le dirais pas toi. Non, mais après, cette notion de leadership, oui, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi, parce que globalement, aujourd'hui, c'est plus facile d'être potentiellement en leadership quand tu as créé quelque chose qui fonctionne, et ce que tu as dit qu'elle allait se passer, finalement, ça se met en œuvre. Donc, je vis un peu ce côté un peu période d'honneur de sainteté, où globalement, parole d'évangile, eux a dit que... Mais forcément, on a eu des moments plus difficiles, il y en aura d'autres qui sont plus difficiles, ce sera plus difficile, mais en tout cas... Aujourd'hui, oui, j'ai l'impression, en tout cas, on arrive à faire en sorte que j'ai plutôt cette notion en tout cas, les gens me suivent et ont envie de continuer d'avancer, et que on y croit, on croit en cette aventure. Je te dis ça parce que c'est aussi quelque chose que j'avais perçu quand j'avais eu l'occasion de discuter avec des gens chez toi, où les gens ils ont plaisir à te suivre quand même, et c'était quelque chose qui se voyait. Donc, Mais parce que là, je suis tous les jours au héros, que j'ai tous les matins, que la porte est ouverte, que je suis mon génie, c'est aussi peut-être pas le génie, mais mes forces en tout cas, c'est que j'ai une énergie à revendre incroyable, j'ai une résilience, tout le truc, je suis très opérationnel encore, et que je sais à peu près ce qui se passe dans la boîte, quoi, globalement, et que ils me voient être sur des sujets très opérationnels, comme ce sujet machin, et que j'arrive à jongler entre les deux. Donc c'est ça un petit peu cette force-là. Donc et puis que le début d'Exalt, on était à la saute. Enfin, il y a personne pour faire le business à ma place. Enfin, je veux dire, c'est plus facile de pouvoir avoir des gens qui vont te suivre quand ils savent que globalement t'étais au charbon, que tu l'as fait, que tu sais de quoi tu parles, et ainsi de suite, quoi. Et justement, ça m'amène une question qu'on aime bien. On a une sorte de rubrique qui s'appelle les dessous de table, où on essaye de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et c'est là où on s'intéresse un peu tu vois, tout ce qui va être fake it until you make it, ou tu vois un peu secret de sauce, tu vois, au début quand tu disais c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez des choses comme ça où c'était compliqué, que vous avez mis en place, tu vois, une petite anecdote, tu te dis, ok, là, on n'a pas menti, on n'a pas triché, mais on a été obligé de sortir un peu
Alors déjà, premièrement, on ne mange jamais. On prend juste un peu d'avance sur ce que va être la réalité dans quelques mois. C'est exactement la question. Globalement, c'est... mais oui, je te confirme, quand on commence l'activité Exalt, septembre, on croyait dur comme fer. On avait un groupe d'associés qui devait être un peu plus important. Finalement, les gens n'embarquent pas l'aventure. On se retrouve un soir à un café. Des associés qui devaient arriver sur Paris peuvent pas arriver sur Paris. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que globalement, on avait commencé à travailler, on avait commencé à dire, on avait recruté 9-10 collaborateurs, des consultants qui arrivaient début septembre, et il y a plus personne pour les faire démarrer parce qu'il y a plus de sales et machin, et donc tu te poses la question, et donc quand tu vois les clients, t'es là. Oui, on a été créé il y a 1 an, nous sommes déjà 30. Globalement, c'est en ça. Oui, c'est un mensonge à l'instant T, mais c'est juste prendre un peu d'avance sur ce qui a été la réalité 3-4 ans plus tard. Mais globalement, oui, il faut à un moment donné cette barrière que tu as quand on parlait de ces notions de difficulté. Au niveau de notre métier, c'est quand tu veux travailler avec quand même aujourd'hui des acteurs, des grands comptes, ainsi de suite. Et ce qui est normal, ils veulent travailler avec des sociétés, ils veulent pas avoir ils ne peuvent pas faire confiance à tout le monde non plus et se dire qu'on va pouvoir travailler avec n'importe qui. Donc, il faut avoir déjà idéalement un historique, être connu, être reconnu, ainsi de suite. Et donc, c'est cette barrière qui est un peu plus difficile. Donc, ça m'est déjà arrivé de grossir un petit peu les chiffres pour pouvoir gagner un référencement, pouvoir gagner ainsi de suite. Et finalement, ça a été que d'anticipation sur ce qu'a été la réalité aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai plus besoin d'anticiper sur le futur. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'à ce palier-là de 1000, à un moment donné, ouais, mais là on a tu dis voilà, voici la carte de visite. Non, alors c'est pas comme ça parce que ça, je sais pas si ça se fait comme ça. Mais oui, c'est vrai que c'est plus facile quand même ces trucs tout bêtes, on en parlait, mais quand t'arrives aujourd'hui, quand tu sors dans les échos et que t'es la première et que tu sais qu'en plus t'es en mode uniquement bootstrap, croissance organique et t'as pas de fonds derrière et t'as pas fait de croissance externe, les 1000 collaborateurs, on n'a pas racheté une structure qui faisait 500 pour acheter à 500. Donc on les a vraiment fait. Donc oui, c'est plus facile aujourd'hui au niveau des achats parce qu'on gagne une forme en tout cas de crédibilité, et puis ils se disent un peu tous globalement il y a quand même finalement en tout cas 1000 collaborateurs qui leur font confiance, ça veut dire derrière il y a à peu près 60% du CAC 40 qui leur font confiance, et qu'il va peut-être avoir quelque chose à apporter, il y a peut-être quelque chose qui est pas si mal que ça. Donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour nous, et même quand même sur des nouvelles activités qu'on peut être amené à monter, parce qu'on va bénéficier un peu de cette image aujourd'hui au niveau d'Exalt, qui est plus simple aujourd'hui qu'il n'a été avant. Puis tu vois, typiquement, on est capable de sortir 3 bilans maintenant. C'est quelque chose qui n'était pas le cas au début. C'est clair, plus facile pour emprunter. On est en 2024, vous avez fait 1000 personnes en 5 ans. C'est quoi les ambitions d'Exalt 2030 ? 2030. Je t'ai dit qu'on faisait pas de BP, je détestais ça. Non, le vrai sujet, l'enjeu, là, c'est sur quoi je travaille, et notamment, je te parlais de rencontres que j'ai pu faire, et notamment Olivier Ginou m'a beaucoup aidé par rapport à ça. C'est un peu ce côté scalabilité du modèle. C'est comment tu fais pour ne pas arriver un peu à ton seuil de Peter, c'est ton niveau d'incompétence globale, et comment tu arrives à finalement faire en sorte que ça puisse fonctionner, que tu gardes ta même promesse de valeur que tes collaborateurs, tout en continuant de faire de la croissance, pas la même croissance qu'avant, parce que forcément, là on était les premières années, on était sur des milliers de pourcentages de croissance. Enfin, quand tu passes Exalt, on est passé de 0 à. Est-ce que je te propose un café ? Un autre, avec plaisir. La première année, on l'a clôturé, on était sur un exercice comptable qui était décalé. On l'a clôturé à peu près à 7,5 millions. La deuxième année. Pardon, la première, tu disais ? Ouais, qu'on a été créé en juillet et on clôturait en décembre de l'année d'après. Ouais. Donc on avait fait 7,5 millions, on avait fait 12 millions l'année d'après, on a fait 24 après, 50 la quatrième année, et on a fait 75 l'année dernière. Ok. Mais donc forcément, on va avoir des croissances qui vont être un peu plus basses que les 100% ou 50% qui ont été créés, mais on a de cette notion de croissance et la capacité à créer de la valeur, et à partir du moment où tu arrives à un certain nombre finalement c'est plus facile en tout cas de pouvoir insuffler un esprit entrepreneurial et te dire que tu es en modèle co-construction quand tu es 10 que quand tu es 1000, et quand tu expliques que tu es encore une petite
structure que quand tu dis que tu commences à dépasser un certain chiffre d'affaires au niveau où les collaborateurs vont dire ah, ça y est, on devient une grosse boîte. Donc cette vraie enjeu, cette vraie ambition, c'est comment tu arrives dans ce fameux modèle qu'on expliquait de cellules, comment tu arrives à garder ce modèle de proximité qu'on va avoir dans chacune de ces cellules qui vont pas dépasser globalement 250-300 collaborateurs, garder ce modèle finalement d'expérience exaltée, tout en ayant finalement des process qui sont ceux d'un plus gros groupe et en garantissant la promesse de valeur qui a été faite. C'est un énorme casse-tête en réalité, parce qu'il y a ce truc de l'humain au centre. Au début, c'est génial parce que ça te permet d'avoir plein d'opportunités, les gens sont pris du projet. À un moment donné, tu veux scale, donc tu rajoutes des process, t'es, j'imagine, un peu obligé. Mais c'est pas pour scale forcément que tu rajoutes des process, c'est que t'es un peu dans l'obligation de toute façon, parce qu'à un moment donné, t'as aussi simplement des contraintes réglementaires qui t'imposent, des consolidations, des CAC, des choses comme ça qui sont un peu, même au niveau des process risques, finances, tous ces éléments-là. Moi, je l'ai vu même dans d'autres boîtes, tu vois, au début, faire Merci. Une proposition de valeur, que ce soit en interne ou en externe, qui est parfaite sur 10, 20, 100, finalement, c'est possible, c'est génial. Par contre, garder cette motivation, qualité et tout ce que tu as à 1000, c'est souvent très compliqué. Et c'est là où on en revient sur le fait que gères tu vois, j'ai une équipe géniale. Non, mais attends, non, mais vraiment, j'ai une chance assez incroyable. J'ai, plus de 30 associés, quoi. C'est 30 personnes qui vont porter une partie de la responsabilité, qui vont être impliquées dans le développement de leur propre activité. Et donc, c'est ça qui fait la croissance aussi rapide d'Exalt. C'est que, Exalt, sur uniquement l'activité parisienne, on n'aurait jamais fait de 0 à 1000. C'est le fait, ça va vite, finalement. Bordeaux, ils ont créé ça, ça s'est créé il y a 3 ans, ils sont plus de 70-80, Lille, toutes les entités finalement apportent leur pierre à l'édifice et à chaque fois il y a des associés qui vont travailler et qui vont œuvrer au quotidien pour faire en sorte de développer l'activité. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une amie là qui repart sur Bordeaux et donc qui rejoint Exalt. C'est vrai? Ouais, je lui dis tu vois, je déjeune avec eux cette semaine. Quel bon choix, bravo. On embrasse Léna. On met l'intrapreneur au centre de l'entreprise, c'est plutôt ça. C'est comment tu laisses finalement tu responsabilises le collaborateur dans sa capacité à pouvoir être finalement responsable de la mission et de ce qu'il va être amené à faire, mais aussi responsable sur sa montée en compétences, lui donner l'ensemble des moyens, responsable autour de sa capacité à pouvoir participer à la vie de l'entreprise, capacité à pouvoir participer à la construction de l'entreprise, et puis t'as du fun, quoi. C'est François-Xavier, ce génie, encore, il nous disait au début, on avait pensé qu'on ferait nous serions Exalt, ce serait une boîte de service qui ferait de l'événementiel, et des fois on se demande si on n'est pas une boîte d'événementiel qui fait du service, quoi. Et donc quand tu regardes les posts Instagram ou LinkedIn d'Exalt, t'as l'impression globalement c'est une boîte de jeunes qui s'éclatent tout le temps et qui font que la fête. Il n'y a pas que ça, mais oui, je te confirme, il y a du fun. Et chez Exalt, dans les initiatives, on a un BDE, quoi, un bureau des exaltés. C'est des gens qui sont uniquement là autour d'initiatives pour créer du fun, finalement, permettre aux gens de se réunir. On a un bureau des sports, t'as plein d'initiatives assez incroyables. Et puis donc en gros, le challenge, c'est de pouvoir continuer à faire ça, mais avec 2-3 000 et de réussir à garder un peu cette âme-là. Ouais, idéalement, ouais, je pense que ce serait pas mal. Je pense qu'on a encore plein de choses à faire. Il y a, si on parle un peu sérieusement, il y a aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est créé autour de l'activité produit et project management. Mais après, sur Paris, on a créé d'autres offres. Donc, on a aujourd'hui 5-6 offres. On a Exalt Shield qui porte la cybersécurité. On a Exalt Value qui porte tous les sujets autour de la data. Exalted qui porte tous les sujets autour du dev. Forge qui porte les sujets autour plutôt de la partie DevOps, Cloud. Et on va avoir une agence qui s'appelle Echo qui porte la partie plutôt design sur Paris et puis sur les activités product design. Et puis, donc toutes ces offres-là sont développées particulièrement. Je suis sûr que j'en ai oublié une. Et puis Exalt Shield. Voilà. Et ces offres sont développées particulièrement sur Paris. Maintenant, toutes les régions qu'on a ouvertes et qu'on a commencé à développer, on les a développées uniquement sur l'activité produit. Donc, en termes de croissance potentielle, pour moi, l'enjeu, c'est comment on fait en sorte de pouvoir maintenant déployer ces offres et ces marques, et cette offre de valeur au niveau des régions. Là, on a commencé à cranter, on a nos clients, on a 50-60 consultants qui travaillent sur la partie produit. Est-ce qu'on est capable de pouvoir les proposer potentiellement cette offre de valeur et déployer ces offres? Donc, on a commencé à le faire. Donc, on a eu cette première initiative. Donc, c'est notamment Bordeaux qui porte le sujet. Et puis maintenant, il y a Ludovic qui vont commencer à créer la même chose. Croissance un peu horizontale sur les autres services d'Exalt. Exactement. Et puis après, il y a 2 ou 3 pays qui vont arriver aussi au courant de cette année. L'Amérique du Sud? Non, pas Amérique du Sud. Là, on va faire on a ouvert l'Espagne déjà il y a 2 mois.
Génial. Céline qui est partie créer l'entité notamment à Madrid. Et puis il y a 2 autres pays qu'on va annoncer très prochainement. Ok. Voilà. Ok, Et trop bien. probablement à 3e fin d'année. Génial. Écoute, c'était très riche, j'allais dire très clair. Il y a quand même beaucoup de notions, donc on remettra des petits stickers. On les coupera. Non, on coupe rien. C'était hyper intéressant. Merci pour ton temps. Tu t'es régalé, j'espère. Franchement, je recommande. En tout cas, c'était très très bon. Et puis non, régalé. Et puis à la fois super sympa, super intéressant, super dynamique. Merci beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te Les voir poser- manger des Pringles à côté, c'est un truc. Mais alors vraiment. Est-ce que je peux te poser 2 dernières questions? Je t'en prie. Si tu nous conseillerais d'aller déjeuner quelque part dans Paris, tu nous conseillerais d'aller où et avec qui? Alors non, alors je suis désolé là, j'ai pas de bonne réponse. Enfin, j'ai pas de resto fétiche. Ok. On a la chance, nos locaux sont en plein centre de Paris, rue Beauvilliers, donc Ouais. on est baigné et bordé de plein de super bons restaurants. Avec qui j'ai plein de gens géniaux que je pourrais vous Non, recommander. si tu veux en choisir une comme ça. Non, mais tu disais, si tu veux déjeuner avec bon entendeur, je peux t'organiser ça, je pense, avec eux. Et j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir d'avoir vendu le truc avant de m'être engagé. Je vais se sentir obligé d'accepter. Mais en tout cas, très intéressant parce que ils sont connus sur une activité de DJ, mais ils sont moins connus, mais ils ont une grosse activité. Ils ont une activité entrepreneuriale C'est pour ça qu'on voulait les voir. et Parce notamment que- Carte Blanche qui marche très bien autour avec un concept, une idée, et c'est assez incroyable. Et donc, ça va tester des trucs et ça accélère. Donc, en tout cas, je pense que ça peut être une bonne Ouais. idée. Forcément, moi, c'était juste une des plus belles rencontres que j'ai fait. Génial. Olivier Ginon. Donc, si tu passes 2 heures avec lui, t'as l'impression d'avoir passé Ouais, écoute, on prend les deux. un mois. On prend les deux avec Ouais. plaisir. Super. Merci pour ton temps. C'était génial. À bientôt. Allez, merci beaucoup.